Bonjour, bienvenue à cette conférence aujourd'hui présentée par le Laboratoire de cyberjustice et la chaire Lexum. Mon nom est Marc Lichten, avocat, et, euh, je vous souhaite la bienvenue. Merci de vous joindre à nous. Donc, pour revenir, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir avec nous SIA Partners. SIA Partners, c'est une firme de services conseil d'envergure internationale. Ils ont aimablement accepté de nous partager une de leurs plus récentes innovations. Et je vais donc laisser les panélistes se présenter et passer à leur présentation, en commençant par Patrick Robert, qui est partner au sein de SIA Partners. La parole est à toi, Robert. Alors, bonjour tout le monde. Comme Marc le présentait, je suis associé et responsable des opérations canadiennes de SIA Partners. Alors, ça va me faire plaisir de vous présenter globalement qui on est dans quelques instants et ensuite de céder la parole à mes collègues qui vont avoir l'occasion de vous présenter notre solution d'automatisation de la gestion réglementaire, en fait, et un outil que je pense que vous allez voir toute la pertinence au fur et à mesure de notre présentation. Alors, peut-être Pierre-Antoine te présenter. Bonjour, je suis Pierre-Antoine Merle, je suis directeur chez SIA Partners. À la base, je suis actuaire, donc un métier avec lequel on a interagi beaucoup, dans lequel on interagit beaucoup avec les notions juridiques. Et je suis devenu data scientist il y a 4 ans au sein de SIA Partners. Et aujourd'hui, on va dire, je fais un petit peu des deux. J'essaie de voir ce qu'on peut faire avec l'IA sur les métiers assurance, banque et finance et beaucoup d'applications sur justement tout ce qui est applications juridiques, compliance, etc. Ambroise, tu veux prendre le relais? Bonjour, Ambroise Petit-Wang, je suis data scientist de formation et je suis le product owner du produit que nous allons vous présenter plus en détail aujourd'hui, qui s'appelle RegReview. Et bonjour, je suis Arnaud Buzy, je travaille comme data scientist chez SIA Partners à Montréal et j'ai un petit peu travaillé sur RegReview et comme Pierre-Antoine, j'étais à la base actuaire, donc familier de tout ce qui est data science et compliance réglementaire. Alors, je pense qu'on peut commencer. Pierre-Antoine, tu peux peut-être nous projeter, merci, un peu la présentation qu'on a préparée pour vous. Dans les premiers instants, je vais vous présenter un peu qui est SIA Partners, qu'est-ce qu'on fait, d'où on vient. Et ensuite de ça, je vais céder la parole, comme je le disais, pour une présentation des grands concepts de l'outil, mais aussi un peu plus animé avec une démo de l'outil lui-même. Alors, SIA Partners, on est un groupe on est une équipe d'abord basée ici à Montréal et un groupe de plus de 70 conseillers, globalement au Canada de plus de 100 conseillers et de plus de 2400 conseillers à travers le monde dans 31 bureaux avec, vous voyez, là, quelques métriques à la base de ma présentation. En fait, on se distingue chez SIA par des conseillers qui ont de l'expertise profonde dans le métier de nos clients. Alors, on a des spécialistes, vous avez vu mes collègues se présenter, des actuaires, des spécialistes de certains créneaux. L'outil qu'on vous présente aujourd'hui est principalement orienté et a été bâti là, avec des spécialistes du secteur financier parce que la gestion de la réglementation est très, très présente là, dans ce secteur-là. Alors, donc, une expertise de métier, une expertise en transformation des organisations, mais aussi la capacité à combiner 2 autres éléments. Un premier étant la data et le digital, donc le cœur de l'outil qu'on va vous parler aujourd'hui. En fait, SIA, on développe des algorithmes qu'on appelle des bots qui sont utilisés par nos conseillers dans le cadre de leur mission, qui sont offerts à nos clients dans le cadre de propositions commerciales, et même un pas plus loin, en fait, une plateforme globale qui s'appelle ECA, une plateforme sur laquelle on a bâti des produits qui sont autoportants, dont le produit qu'on va vous présenter aujourd'hui qui s'appelle RegReview. Donc, notre capacité d'abord d'avoir des experts sur des métiers, notre capacité d'exploiter
la data et le digital à travers l'intelligence artificielle, évidemment. Mais encore plus, en fait, aussi ici à Montréal et ailleurs dans le monde, on assemble nos compétences autour de la créativité et du design parce que la plupart des organisations qui aujourd'hui sont en transformation cherchent des moyens d'innover, cherchent des moyens de sortir des sentiers battus. Alors, pour ça, on a ici à Montréal aussi un centre de design, en fait, qui est représenté par l'arrière-plan de mon collègue Arnaud, que vous verrez un peu plus tard, mais qui est un centre où on est capable d'accueillir sur place et de faire de l'idéation des projets et ou de faire ça maintenant complètement à distance parce que depuis un an, comme tout le monde, on est en arrière de nos écrans en mode Zoom. Alors, on a tout transformé cette capacité-là pour le faire en digital. Alors, c'est l'image de SIA Partners avec une équipe qui est à travers le monde. Je devrais peut-être vous dire aussi que les 4 centres d'intelligence à travers le monde. Alors, vous allez voir qu'ici, il y a des gens de Montréal et de Paris qui vont être présents dans la rencontre. C'est tout à fait conforme à nos façons de faire. En fait, on a 4 centres à travers le monde d'intelligence artificielle, dont on est très fiers d'en avoir un, évidemment, ici à Montréal. Alors, sur ce, je vais inviter mes collègues à vous présenter de façon un peu plus détaillée la solution RegReview, qui, je le disais, est une solution autoportante, c'est-à-dire on voulait une solution qu'on est capable de déployer extrêmement rapidement, extrêmement facilement chez nos clients, sans avoir à s'installer complètement dans leur environnement technologique. Alors, Pierre-Antoine, je crois. Super. Hop, effectivement. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va juste quelques slides rapides. Je sais que les slides ne sont pas forcément ce qu'il y a de plus marrant dans une présentation, mais pour vous situer un petit peu le contexte et vous expliquer comment on a pensé cette solution, parce que c'est une solution qui vient en fait de plus d'une réflexion qui a duré quelques années. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez SIA, la réglementation, c'est un peu ce qui nous fait vivre. On travaille énormément dans l'énergie, dans la banque. Et on a assisté quand même ces dernières années à ce qu'il faut bien appeler un déluge réglementaire, que ce soit sur toutes les réglementations risques, toutes les réglementations comptables, finances, et qu'à chaque fois, ces réglementations, en fait, elles transforment, elles ont des impacts significatifs sur la manière dont les grandes banques, les grands assureurs, les grandes sociétés de finances vont travailler. Jusqu'à présent, c'est ce sur quoi travaillaient nos équipes. On envoyait des armées de consultants pour implémenter les réglementations, repenser les organisations de travail et être en règle avec ces nouvelles réglementations. Quand on regarde les réglementations, ça devient de plus en plus technique. C'est-à-dire que si je prends un petit peu tout ce qui était réglementation de solvabilité sur les banques ou sur les assurances, moi, quand j'ai commencé ma carrière, c'est pourtant pas très vieux, c'était toutes les directives qu'on appelait solvabilité 1 ou équivalent. C'était des choses extrêmement simples, c'était des multiplications, des produits en croix et ça marchait pas trop mal. Et on a vu apparaître des réglementations qui demandaient une technicité absolument incroyable, une technicité, on va dire, quantitative, puisqu'aujourd'hui, on évalue la solvabilité, les fonds propres requis des banques, des assureurs avec des modèles extrêmement compliqués, des modèles probabilistes où on va simuler, faire des milliers de simulations, simuler ce qui se passerait si on avait une catastrophe sanitaire, une pandémie, un krach immobilier, un krach boursier, et aussi une technicité juridique, puisque vous prenez la réglementation solvabilité 2, c'est à peu près, rien que la réglementation, c'est 200 pages, plus tous les consultation papers qui sont à côté, qui précisent, avec énormément d'interprétations juridiques derrière sur comment cet article, très bien, je le comprends, mais concrètement, comment il se matérialise au sein de ma société. Donc, il y a vraiment non seulement un déluge réglementaire, mais aussi une explosion de la technicité requise. Et forcément, qui dit réglementation, la réglementation est souvent imposée par un régulateur, ça veut dire que vous allez être contrôlé. Donc ça, pareil, c'est souvent ce qu'on trouve dans le 3e pilier des réglementations, qui est tout ce qui est les contrôles et la communication et la transparence que vous devez avoir dans le cadre de ces réglementations, tout ce que vous devez fournir aux régulateurs. Et ça, pareil, il y a des équipes entières qui sont dédiées à tout ce qui est contrôle de premier niveau, de deuxième niveau et même de troisième niveau avec ce qu'on appelle l'inspection générale dans les banques, par exemple. Et forcément,
Il y a en plus un autre axe de complexité qui arrive, c'est l'axe un petit peu géographique, c'est-à-dire que quand vous êtes une entité internationale, vous n'êtes pas soumis aux mêmes réglementations, voire même vous devez être en règle avec la réglementation nationale, plus parfois en règle avec la réglementation, on va dire, je parle pour l'Europe, avec la réglementation par exemple de la zone type Europe. Ce qui fait que vous avez la réglementation française qui est déjà très, très lourde. En plus, vous avez la réglementation européenne. Et parfois, quand vous êtes implanté dans des filiales aux États-Unis ou en Asie, vous avez encore d'autres types de réglementations. Donc, vraiment, les enjeux réglementaires sont absolument majeurs. Et si vous regardez dans ces grandes institutions, la part des opérationnels qui travaillent sur des enjeux réglementaires, c'est par rapport aux enjeux, on va dire, opérationnels métiers, c'est absolument monstrueux. Certaines banques où on travaillait, quand on travaille au siège, quasiment, vous avez 50 à 60% des gens qui travaillent directement ou indirectement sur ces problématiques d'enjeux réglementaires. Forcément, ça veut dire que les effectifs ont explosé. Et qui dit des effectifs qui explosent, dit des problématiques de travail. C'est-à-dire qu'avant, vous pouviez avoir une division compliance de quelques personnes. Aujourd'hui, non seulement ces quelques personnes se sont transformées en plusieurs dizaines de personnes avec des projets extrêmement lourds sur plusieurs années, sur plusieurs dizaines de millions d'euros qui vont être implémentés, mais en plus, vous devez vous coordonner avec vos services, avec les autres services, puisque une réglementation, souvent, elle va impacter l'ensemble des services. Elle va impacter les risques, la finance, la comptabilité, la compliance. Et tout ce petit monde doit être raccord au niveau des interprétations et des implémentations. Et on se permet un dernier point qui est un peu neuf, mais qui est pile poil dans les sujets d'actualité, c'est que la crise du Covid, on est tous passés en télétravail. Et forcément, ça n'a pas lieu au réglementaire, mais ça a aussi transformé la manière dont on travaille. C'est-à-dire que sur ces gros projets-là, où avant on était en présentiel et l'information se communiquait de manière fluide ou de manière informelle lors des contacts qu'on pouvait avoir à la machine à café ou lors des réunions ou juste des discussions entre collègues. Aujourd'hui, on est tous dispatchés un petit peu chez soi. C'est un mode de travail qui risque de perdurer, de rentrer un petit peu dans les mœurs. Et ça veut dire que peut-être que la manière dont on travaillait avant et les outils qu'on utilisait vont plus être si adaptés que ça à ce mode de travail. Donc, quand on a réfléchi à tout ça, en fait, on s'est dit qu'il y avait quand même un certain nombre d'enjeux qui risquaient de ne pas forcément être correctement adressés avec la manière dont on travaillait face à toutes ces problématiques. Et que forcément, il y avait quelque chose à faire. Alors, il y avait quelque chose à faire au niveau, on essayait de se dire qu'est-ce qu'on peut faire avec de l'IA. On sait que l'IA, c'est quelque chose qui transforme, qui a des impacts majeurs sur pas mal d'industries et sur beaucoup de fonctions critiques de ces industries. Mais jusqu'à présent, le juridique était un petit peu mis de côté. C'est-à-dire quand on parlait IA, on allait voir les risques et on travaillait sur tout ce qui était modèle de scoring de risque, sur les modèles d'octroi, sur les modèles qui visent à estimer les capitaux économiques requis, etc. Et le juridique, on se disait, mais le juridique, de toute façon, c'est des gens qui sont plongés toute la journée dans leurs bouquins. L'IA, ce n'est pas pour eux. Grave erreur. En fait, on s'est aperçu que les enjeux de l'IA dans le juridique sont absolument… C'est là où on a sans doute les meilleurs use cases. Et on s'est aperçu qu'on pouvait faire énormément de choses, que c'est là où ça avait le plus d'impact. Ça avait beaucoup d'impact, d'une part, parce qu'on partait de très bas, c'est-à-dire que c'était des services et des fonctions qui n'étaient pas forcément très bien outillées en termes d'IA et de solutions. Et que, d'un point de vue technique, ça marchait excessivement bien. Je vais vous expliquer ça très rapidement. Pourquoi est-ce que le juridique, l'IA a un énorme avenir et un énorme impact dans le juridique? C'est que le juridique, en fait, factuellement, c'est du texte, c'est de l'interprétation. Je lis des textes, j'interprète, etc. Ça peut paraître contre-intuitif, on peut se dire l'IA, c'est des chiffres. Donc moi, je ne suis pas dans un métier quantitatif, donc je m'en moque. Mais en fait, il y a une branche de l'IA qui s'appelle le langage machine, en anglais le NLP, vous allez souvent le voir sur cette terminologie-là, le Natural Language Processing, qui sont des algorithmes de machine learning qui sont faits pour traiter du texte. Donc typiquement, l'enjeu du NLP, c'est de développer des algorithmes qui sont capables de comprendre un texte et de déclencher une action en fonction du sens compris sur ce texte. Et vous voyez tout de suite tout l'impact, c'est-à-dire que, imaginons que j'arrive à développer des algorithmes qui sont capables de lire
des arrêtés, des réglementations, et de me dire, attention, ça va impacter telle fonction. Attention, ça va avoir tel impact, etc. En fait, c'est absolument génial parce que ça permet quand même de mâcher un peu le travail des juristes et d'automatiser pas mal de choses. Donc, l'idée, ça a été de se dire, on va essayer d'intégrer toutes ces technos dans la chaîne de valeur de l'analyse juridique. Alors, la première chose qu'on s'est dit, c'est le premier travail d'un juriste, c'est de faire de la veille. C'est de regarder un petit peu tout ce qui sort. Généralement, on se rend compte que les gens balayent énormément de sources diverses. On s'est dit, mais ça, c'est encore fait très manuellement. Nous, quand on intervenait dans les équipes bancaires, on se rendait compte que les gens, le matin, ils arrivaient, ils avaient une dizaine de sources à regarder et puis c'était fait manuellement, c'était fait de manière non coordonnée et non centralisée. On s'est dit, mais ça, on peut le faire technologiquement, on sait le faire. On sait développer ce qu'on appelle des web robots qui vont se connecter au site qu'on veut investiguer et qui vont tous les jours rapatrier toutes les nouvelles publications. Ces nouvelles publications, on va être capable de les pré-traiter. On va être capable de développer des algorithmes d'IA qui vont lire les publications et qui vont essayer de faire un peu le travail, ce qu'on appelle le pré-traitement, c'est-à-dire dire ça va intéresser telle personne, ça traite de tel sujet, ça, il va falloir déclencher telle action et commencer un petit peu à faire le routing entre les différents services et les différentes fonctions. Donc, le cœur de notre idée au départ, c'est de se dire on va automatiser et optimiser toute la veille juridique. Donc ça, c'était il y a 2 ans. En allant un petit peu discuter, quand on était tout fiers de ce qu'on avait développé, en allant discuter un petit peu avec les différentes filières de ce qu'on avait développé, ils nous ont dit c'est très bien ce que vous avez fait, mais en fait, vous ne couvrez pas toute la chaîne de valeur. C'est-à-dire que moi, en tant que juriste, une fois que j'ai une problématique de gestion documentaire et de veille réglementaire, mais une fois que j'ai un document juridique qui m'intéresse, je vais déclencher des actions. Et les actions que je vais déclencher, elles vont être extrêmement complexes parce qu'elles vont impliquer différents interlocuteurs, souvent au sein de différentes équipes. Elles vont avoir un process de traitement et de validation qui peut être très complexe avec une équipe qui va produire une note d'analyse, une première équipe de validation, une deuxième équipe de validation avant que le process soit terminé. Et ça, en fait, c'est extrêmement chronophage. Et là encore, on se rend compte que c'est fait manuellement avec des boucles de mail, donc avec un risque opérationnel qui est extrêmement fort, avec un risque, des problématiques de traçabilité extrêmement impactantes. Donc ça a été l'enjeu de se dire il faut aussi qu'on traite cette partie-là en essayant d'outiller et d'automatiser au maximum tout ce qui est traitement des processus réglementaires au sein d'un même outil, donc couplé avec la veille réglementaire. Et enfin, on s'est dit forcément, il faut que cet outil soit personnalisé. Chaque juriste, chaque fonction juridique va avoir sa spécificité géographique, fonctionnelle. Donc, il faut quand même que derrière cet outil, il y ait une certaine personnalisation, idéalement quelque chose qui ne se voit pas, quelque chose qui apprenne des usages de la personne et qui, forcément, va identifier les sujets d'intérêt, va identifier ce qu'elle doit regarder, ce qui potentiellement ne l'intéresse pas, identifier les personnes et les criticités de ses travaux. Donc ça, pareil, ça va se faire avec de l'IA. Donc l'idée, ça a été de se dire, on a 3 sujets, on a la veille réglementaire, on a les processus réglementaires et on a la personnalisation. C'est vraiment les 3 réflexions qu'on a eues si on veut transformer un petit peu toutes ces fonctions. Et derrière, on va essayer de faire ça avec de l'IA. Donc, je me permets de déplacer le truc. Donc, concrètement, ça marche comment? Quand on regarde un petit peu le process de traitement à peu près chez n'importe quelle fonction réglementaire, ça commence toujours par de la collecte. Et ça, on sait le faire de manière automatisée et paramétrable. Donc, vous n'aurez plus l'idée, c'est de se dire, on ne veut plus que les gens fassent ça dans leur coin, on ne veut plus que les gens fassent ça manuellement. Donc, on va automatiser ça, on va définir toutes les sources, tout ce qui nous intéresse
Donc, on sait ce qui intéresse les gens, les réglementations, enfin, tous les sites qui produisent de la réglementation ou de l'interprétation de réglementation. Donc, ça peut être tout ce qui est régulateur, association nationale professionnelle, cabinets juridiques qui produisent de l'interprétation. Et ça va être pris en charge par un web robot. Ensuite, on a un second niveau qui est tout ce qui est pré-processing. Donc, quelle est l'importance de cette réglementation? Qui vont être les parties prenantes qui vont devoir la traiter? Quelle va être la priorité de cette réglementation, etc., etc. Ça, pareil, c'est, on va dire, quelque chose qui est assez chronophage et qui peut être automatisé. Et ça, c'est pris en charge par de l'IA, des algorithmes de NLP. Et ensuite, on a toute une partie un petit peu sur le processing qui va être traité par ce qu'on appelle un business process manager. Donc, pour ceux qui ne voient pas forcément ce que c'est, je ne sais pas si vous connaissez par exemple Monday.com ou des choses comme Trello, ça ressemble un petit peu à ça. C'est un BPM, c'est en fait ce qui va me permettre de gérer, de définir une liste d'actions et de gérer cette liste d'actions dans un processus impliquant différentes parties prenantes. Et c'est exactement ce qu'on retrouve dans les procédures d'analyse juridique, d'études d'impact, etc., où il y a différents niveaux de validation, différentes parties prenantes. Et c'est ce qui peut, et c'est ce qu'on vise aussi à intégrer. Hop. Donc, l'idée de la solution, c'est vraiment de proposer une énorme valeur ajoutée pour les équipes, de les outiller, d'animer la filière, parce que l'animation de la filière se fait via le BPM. L'idée, c'est aussi d'avoir quand même un vrai gain opérationnel. On se rend compte que tout ce qui est tâches manuelles de collecte et de pré-analyse, c'est des choses qui sont chronophages, qui sont à faible valeur ajoutée et qui sont extrêmement récurrentes. C'est des choses qu'on fait quasiment tous les jours. Et l'idée de décharger les opérationnels de ces tâches-là, factuellement, ça veut dire qu'ils ont plus de temps pour faire le cœur de leur business, là où ils apportent de la vraie valeur ajoutée, c'est-à-dire tout ce qui est analyse fine de la réglementation, les études d'impact, les gap analyses, ce genre de choses. Bien sûr, c'est un outil, c'est une solution, donc il y a une interface utilisateur. Et l'un des gros avantages quand on a une solution, c'est que ça a aussi un impact sur le risque opérationnel et sur la traçabilité. C'est-à-dire que quand on a des contrôles régulateurs, le fait d'avoir une plateforme unique, centralisée, où chaque action est loguée et archivée, ça veut dire qu'on est absolument nickel en termes de robustesse, d'automatisation et de piste d'audit. Donc ça aussi, c'est un peu un effet de bord qui est extrêmement intéressant pour les clients qu'on équipe. Ce n'est pas forcément quelque chose qu'on avait en visu au départ, mais au final, c'est l'un de leurs principaux intérêts. Alors, voilà, je crois que j'en ai fini avec les slides. Donc, je vais essayer de vous présenter la solution. Hop. Alors, BIM, Reg Review. Voilà, vous voyez toujours mon écran? Super. Donc, c'est une solution SaaS. Hop. Merde. Hop là. J'ai dû rentrer le mauvais mot de passe. Bim. Bim. Voilà. Donc, une solution SaaS, ça veut dire que c'est une solution web. Et ça a un gros avantage. Ça veut dire que vous pouvez vous y connecter n'importe où et que c'est extrêmement léger d'un point de vue IT. Alors, je ne vais pas commencer par vous présenter le dashboard. Pour que vous compreniez bien, je vais essayer de vous présenter le moteur de recherche. Le moteur de recherche, hop, le moteur de recherche, en fait, quand je vous ai dit tout à l'heure qu'on allait collecter de manière automatisée tout ce qui sort sur différentes sources, là, par exemple, vous avez toutes les sources qu'on a implémentées. Donc, vous allez reconnaître un paquet de régulateurs européens, nord-américains, de régulateurs aussi asiatiques. Et tous les jours, il y a des web robots qui se connectent à ces sites-là et qui rapatrient toutes les nouvelles publications. Sur ces nouvelles publications, ça va alimenter une unique
base de données. Ça aussi, c'est quelque chose qui est, d'un point de vue conceptuel, qui est assez neuf, où on a l'habitude de travailler avec des arborescences Windows qu'on définit, où souvent on se rend compte que chaque équipe a son propre SharePoint ou sa propre arborescence, où les arborescences ne sont pas forcément classées de la même façon. Et quelque chose dont on s'était aperçu, c'est que quand les gens avaient besoin de retrouver un texte, souvent ils retournaient sur Google pour aller le chercher, parce qu'ils ne s'y retrouvaient plus dans leur arborescence. L'idée qu'on a derrière, c'est de se dire on a une unique base de données, une énorme base de données, et on va uniquement travailler sur cette base de données à base de recherche. Donc, ça veut dire que ça travaille à base de tags et ensuite de moteurs de recherche. Donc, par exemple, si on regarde une réglementation qui est très importante en ce moment, qui concerne tout ce qui est l'outsourcing des prestataires dans les services financiers, vous allez retrouver toutes les publications qui sont sorties. Bien sûr, vous avez différentes sources, etc. Et là où je vous parlais d'IA, l'IA, elle va servir à identifier les impacted parties. Par exemple, au sein de ma boîte, qui va être concerné par cette réglementation, par ce texte? Et ça va aussi identifier les topics. L'IA va lire le texte et dire « Ok, voilà de quoi ça parle et voilà qui ça va concerner au sein de la boîte. » Et il y a une troisième module d'IA qui va être de fournir un résumé. Ça, c'est assez important et c'est quelque chose qui est techniquement assez compliqué à faire, mais qui permet d'avoir tout de suite une prévisualisation de l'intérêt de l'article. Donc, l'idée, c'est clairement de l'automatisation, et l'automatisation, on va dire, boostée avec de l'IA. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'IA n'est pas là pour remplacer ou c'est pas le cœur de l'outil. L'IA, en fait, quand on regarde les intégrations d'IA sur des produits qui marchent bien, l'IA, c'est toujours sur des fonctions un petit peu annexes qui visent à améliorer l'expérience utilisateur. Si vous prenez quelque chose que vous connaissez tous, par exemple Gmail, c'est extrêmement basique. Gmail, c'est un logiciel de messagerie. Donc, ça existait déjà dans les années 90, pour les plus vieux avec Caramel ou ce genre de choses. Et l'IA, par contre, ce qui fait l'intérêt de la force de Google, c'est que l'IA, c'est bourré d'IA, mais vous ne la voyez pas. L'IA, qu'est-ce qu'elle va faire là-dedans? Elle va en fait classer vos mails de manière un petit peu automatique. Elle va vous faire des rappels sur certains mails que vous n'avez pas lus ou sur certains mails sur lesquels vous n'avez pas répondu. Elle va faire de l'autocomplétion sur vos phrases. Tout ça, c'est fait avec de l'IA et avec de l'IA qui est extrêmement poussée. Les modèles qui sont implémentés sont extrêmement techniques et vous, ça vous paraît naturel et vous ne le voyez presque pas. C'est un peu la philosophie qu'on a utilisée dans cette solution, c'est de se dire c'est bourré d'IA, mais on ne fait pas un produit pour faire de l'IA. Il faut que l'IA elle soit presque invisible et il faut que ça ait une fonction que ça aide l'utilisateur. Donc là-dessus, sur ce moteur de recherche, l'IA est derrière le moteur de recherche et elle est dans tout ce qui est pré-analyse de ces publications. Alors, ça, c'est quelque chose que nos clients apprécient beaucoup et qui marche très bien parce qu'ils avaient des gros sujets de document management où en fait, factuellement, plus personne savait, c'était devenu tellement un énorme bazar que plus personne savait où est-ce qu'ils avaient archivé les documents, où est-ce que c'était et comment les retrouver. Donc là, c'est fait avec un moteur de recherche et un moteur de recherche qui permet de faire avec des fonctions assez avancées, de sélectionner les sources, les dates, enfin assez classique. Tout l'enjeu, ça va être de se dire, OK, ce moteur de veille de collecte automatisée sur lequel j'ai branché un moteur de recherche est extrêmement intéressant, mais factuellement, je suis juste en début de ma chaîne de valeur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est toute la chaîne de valeur. Donc, comment est-ce qu'on peut brancher ça pour traiter toute la chaîne de valeur sur des processus réglementaires? Alors, vous voyez que vous avez des petits icônes là. Et en fait, si un texte vous intéresse, vous allez l'envoyer vers le BPM. Le BPM, c'est quoi? C'est le Business Process Manager. Le Business Process Manager, vous allez avoir l'ensemble des documents qui vous intéressent. Alors, qui peuvent être alimentés ou manuellement, comme je viens de le faire, ou de manière automatisée en définissant des critères de recherche. Et dans ce cas-là, tous les jours, tout ce qui tape dans votre recherche va être alimenté.
Et pour bien comprendre comment ça marche, une fois que je suis dans le BPM, ça veut dire que ce texte-là, il m'intéresse. Hop, voilà. Il m'intéresse et ça veut dire que je vais vouloir créer un Regflow. Ça veut dire que je vais vouloir déclencher un certain nombre d'actions. Par exemple, on va dire que là, je veux dire à la compliance qu'il va falloir faire un certain nombre d'actions. Donc là, je définis mon Regflow, c'est-à-dire que je veux que quelqu'un approuve ma demande, que quelqu'un réalise la tâche et que quelqu'un valide la réalisation. Donc, je vais leur définir, hop, medium. Je vais définir ce Regflow. Je vais, hop, compliance. Je vais dire qui doit le faire. Moi, j'en ai peut-être mis un peu beaucoup là. Je vais définir la due date. Je vais définir ce que je veux. Donc, factuellement, c'est juste remplir des cards et définir un petit peu tout ce que je veux. Hop, étape 3, je définis qui sera en charge de la validation. Et ensuite, je génère mon Regflow. Alors, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois que j'ai généré mon Regflow, je vais le retrouver là-dedans. Et là, en fait, c'est un peu votre cockpit de pilotage de l'ensemble de votre activité réglementaire. C'est-à-dire que vous voyez, à partir de cette vue-là, vous voyez exactement toutes les activités en cours au sein de votre équipe ou de votre société, selon les droits que vous avez, et exactement un petit peu à chaque fois où est-ce que ça en est. Donc, quand moi, par exemple, j'ai créé un Regflow, ça veut dire que quelqu'un, la personne que j'ai assignée, va recevoir une notification. On va lui dire, voilà, Pierre-Antoine Merle t'a demandé pour valider sa demande. Est-ce que tu acceptes? Est-ce que tu déclines? Est-ce que tu réassignes à quelqu'un? La personne suivante, ensuite, une fois que l'étape 1 est validée, va recevoir une notification lui disant, bah, toi, maintenant, on passe en étape 2, il va falloir que tu fasses la gap analysis. Elle va la faire, etc. Étape 3, dès que la personne étape 2 a validé, l'étape 3, c'est le validateur. Donc, le validateur va recevoir une notification. Et l'idée, c'est d'avoir une vision totale et entièrement sécurisée de l'ensemble du process, d'avoir une piste d'audit qui soit absolument complète sur chaque Regflow, c'est-à-dire chaque ensemble de tâches chaque processus que je dois traiter, avec à chaque fois le statut et où est-ce que ça en est. Donc, typiquement, on va retrouver un petit peu tous nos Regflows qui sont ici. Par exemple, on va regarder celui-là. Hop là. On va regarder celui-là. Et avec ça, je vois un petit peu tout ce qui a été fait, par qui ça a été fait, et je peux l'archiver. Et j'ai ma piste d'audit qui est absolument totale ici. Hop là. Et bien sûr, moi, j'ai aussi mes tâches. Donc, des tâches qui ont été assignées, ça veut dire que des gens m'ont demandé de faire quelque chose dans un processus et j'ai une vision globale un petit peu de mon activité. Où est-ce que j'en suis? Quel texte je dois traiter? Quel est le descriptif des tâches? Est-ce que j'accepte? Est-ce que je réassigne? Etc. Donc, c'est quelque chose qui est, en fait, qui pourrait paraître assez basique parce que, bon, gérer des tâches ou gérer des processus, on le fait tout le temps. Maintenant, je peux vous assurer que pour avoir travaillé quand même dans pas mal de banques, que ce soit en Europe ou Asie ou États-Unis, en fait, tout ça, jusqu'à présent, c'était extrêmement manuel, c'est-à-dire que c'était traité avec de l'Excel, avec des mails, et qu'à la fin, très clairement, ça marche au départ, quand vous avez seulement 1 ou 2 processus à traiter et quelques personnes. Quand vous avez des équipes de dizaines de personnes avec des projets qui sont monstrueux, ça devient un bazar absolument innommable. Et derrière, bien évidemment, vous avez votre dashboard, donc votre page d'accueil, qui vous permet d'avoir un petit peu une vue globale sur toute votre activité, sur ce que vous devez faire, les tasks, les Regflows, et sur toute l'actualité réglementaire en fonction des topics, pour savoir un petit peu quelles sont les tendances. Typiquement, aujourd'hui, on voit beaucoup de réglementations sur l'outsourcing et la cyber qui arrivent. Il y a 2 ans, on voyait un pic sur tout ce qui était GDPR, donc protection des données. Qui publie? Quel régulateur publie? Quelle zone géographique? Et derrière, vous avez des pushs en fonction de vos appétences sur les dernières réglementations, sur les derniers textes qui viennent de sortir, si ça veut pour être, on va dire, à jour en termes d'actualité.
Donc, voilà le type d'outils qu'on propose à nos clients pour les équiper toutes leurs fonctions un petit peu réglementaires. Donc, on équipe des équipes qui vont parfois de petite taille, juste une équipe de 5 personnes, jusqu'à des entités complètes regroupant des centaines de personnes. L'objectif, clairement, c'est de fluidifier, d'automatiser et de mettre de l'IA partout où ça a de l'intérêt. Alors, juste pour rassurer un peu les gens, les premiers déploiements qu'on a faits, la première fois qu'on a développé cette solution et qu'on l'a déployée chez un client, on était super fiers de nous. Je pense on était un petit peu des jeunes data scientists et on était très, très fiers de ce qu'on avait fait en se disant qu'on allait avoir une standing ovation et qu'on allait être acclamé par les juristes. On s'est fait littéralement lyncher quand on a présenté la solution. On s'est fait lyncher pour une raison simple, et c'est quelque chose qui est assez récurrent en fait à tous les projets IA, c'est que, on avait mal fait le job. On n'avait pas expliqué aux gens ce qu'on faisait. On n'avait pas expliqué ce qu'était l'IA, où était l'IA, à quoi elle allait servir. Et la réaction qu'on avait, forcément, c'est qu'on avait une très grande défiance parce que les gens pensaient que on voulait remplacer leur travail, remplacer leur job avec de l'IA. Alors, je vous rassure tout de suite, l'IA qui remplacera le travail d'un juriste, elle est clairement pas née. C'est juste totalement impossible. Pour vous donner un exemple, aujourd'hui, l'état de l'art sur l'IA, c'est de faire un résumé, je dirais, avec un niveau collège. Donc, je peux vous assurer que c'est excessivement compliqué. Et nous, on se plonge dans les papiers de recherche de Google sur le sujet qui développe pas mal de choses. Vous n'irez pas au-delà. Enfin, déjà, ça, c'est un peu la frontière technologique, c'est faire un résumé, ce qu'on appelle un résumé abstractif, c'est-à-dire pas en faisant juste des extractions de phrases clés, mais en reformulant correctement les choses. C'est l'état de l'art. Vous voyez, on est encore loin d'être en capacité de remplacer un juriste qui, lui, va avoir quand même une maîtrise de la subtilité, des impacts, de la connaissance de son entreprise et être capable de dire voilà les impacts que ça va avoir, voilà ce qu'il faut anticiper. L'IA ne fera, je ne pense pas qu'elle le fera encore, elle ne le fait pas, je ne sais pas si un jour elle le fera. Le deuxième point, c'est de se dire, on a fait un certain nombre d'ateliers avec eux, en leur posant la question, en leur disant mais votre journée, vous faites quoi ? Et effectivement, on est arrivé à la conclusion de se dire qu'il y a quand même un certain nombre de tâches récurrentes qui factuellement ne les intéressent pas. Regarder des sites web, screener des sites web pendant 1 heure chaque jour en essayant de voir s'il n'y a pas un article qui les intéresse qui est sorti, ça n'a strictement aucun intérêt. Lire les articles juste pour le forwarder par mail en disant tiens, ça va impacter ton service, il faudrait que tu le regardes, ou tiens, ça parle de ça, il faut le classer dans tel dossier. Ça n'a strictement aucun intérêt. Et c'est là où justement intervient l'IA. L'IA aujourd'hui, elle est pertinente pour remplacer ce genre de tâches qui intellectuellement sont à très faible valeur ajoutée, mais qui sont chronophages et qui ne sont pas très enrichissantes et qui en plus sont récurrentes. Donc voilà où est l'IA et voilà où est l'IA d'un point de vue global, on va dire sur les applications dans le domaine juridique. Alors il y a un autre truc qu'on est en train de développer, qu'on est en train de tester, ce qui a été sorti par Google il y a l'année dernière, c'est des modèles d'IA qu'on appelle alors en anglais question answering, donc question-réponse en français. Et alors là, pour le coup, c'est assez bluffant. C'est des modèles d'IA, vous leur soumettez un texte et en fait, vous leur posez des questions en langage naturel. Donc, c'est-à-dire, alors le cas classique, c'est on leur soumet un article de presse et on leur pose des questions. Qui est le protagoniste? À quelle peine a-t-il été condamné? Pourquoi est-ce qu'il a été condamné? Etc. Et l'IA arrive à trouver la réponse. Encore une fois, la réponse qu'il va trouver est assez basique, c'est-à-dire c'est le niveau élève de collège. Mais ça a énormément d'applications dans plein de domaines, en fait, quand on fait de la recherche ou quand on cherche des jurisprudences ou quand on a un document de 200 pages et qu'on veut trouver exactement où est-ce que potentiellement ça parle, j'ai ma question, où est-ce que potentiellement j'aurai la réponse à ma question. Vous voyez tout de suite l'intérêt de la chose. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, ce type d'IA, intellectuellement, c'est effectivement niveau collège, mais c'est surtout que ce n'est pas capable de traiter des textes de plus de, on va dire, entre 500 et 1000 mots. 500 000 mots sur du réglementaire, c'est faible. Les réglementations font largement, tous les textes réglementaires font parfois des centaines de pages ou au minimum des dizaines, c'est plusieurs milliers de mots. Donc voilà où on en est aujourd'hui d'un point de vue frontière
technologiques. Et c'est les domaines sur lesquels on travaille pour intégrer ça dans notre solution. Donc voilà où, désolé, j'ai peut-être pris un peu trop de temps pour les questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, je vais essayer d'y répondre. Merci beaucoup, Pierre-Antoine. C'était très, très intéressant. Ça nous a aussi permis de voir concrètement comment ça marche et donc d'avoir un visuel sur votre solution. On a déjà des questions du public qui commencent à rentrer. Donc, je vais vous les poser pour le bénéfice de tous et on pourra en discuter et répondre après. Notamment, tu viens de parler tout récemment du travail des juristes et des subtilités que ça implique. Et je trouve qu'une question aussi, la première de Mme Caroline Ouellette, qui veut peut-être pousser un peu plus là-dessus, et je serais très curieux aussi de savoir. La question se lit comme suit. Comment votre base de données est capable de distinguer l'interprétation à faire d'un texte réglementaire de type le décret X ou le règlement X abroge les articles YZ d'une loi? Est-ce que c'est quelque chose que l'IA de votre solution est capable de considérer, de traiter? Alors, je vais parler pour le cas que je connais qui est en Europe. On a eu ce cas-là, justement, avec les nouvelles réglementations des réformes des index Libor, où effectivement, on se retrouvait avec des gros documents avec l'article est modifié comme suit, etc., etc. On a une chance en travaillant dans le juridique, c'est que les choses sont très normées. Et que souvent, quand on a des abrogations, des modifications d'indices ou des choses comme ça, le vocabulaire et le format est toujours le même. Et ça, les algorithmes adorent. Quand les choses sont normées, en fait, les algorithmes marchent très, très bien. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à identifier et à reconstituer avec des algorithmes qui sont capables de comprendre la différence entre modifier, abroger, ajouter, etc., etc. Donc ça, on va dire, d'un point de vue technologique, ça ne pose pas de problème. Et de manière plus générale, en fait, si c'est un sujet qui vous intéresse, l'IA sur le texte marche très bien en juridique parce que le juridique, le langage est factuel. C'est un peu comme les maths d'ailleurs. Moi, quand j'étais à l'école, j'ai toujours été fasciné comme le droit ressemblait aux mathématiques. Et je trouvais ça d'une beauté admirable. Mais en fait, le droit, les termes, alors ils peuvent être compliqués, mais les termes sont très, très normés. C'est toujours c'est presque une démonstration mathématique, effectivement, l'interprétation. Là où l'IA a beaucoup de mal, c'est sur tout ce qui est langage littéraire. C'est-à-dire que si demain, je donne à l'IA la dernière lettre d'amour que vous avez faite à votre fiancé, avec énormément de figures de style, d'hyperboles, d'euphémismes, etc., là, l'IA est très, très, très mauvaise. Donc, sur le droit, en fait, ça marche très bien parce qu'on n'a pas de figure de style. On a des terminaisons qui sont claires et un vocabulaire qui est précis. Peut-être pour renchérir là-dessus, bon, on comprend que le langage juridique est parfois normé, mais que fait-on lorsque nous avons, par exemple, des juridictions différentes ou est-ce que la solution fonctionnerait dans des langues différentes, par exemple? Notamment, on a une question du public là-dessus aussi sur le fait, est-ce que ça fonctionne juste en anglais? J'aimerais un savoir là-dessus. Alors, on a concentré, alors pour être honnête, aujourd'hui, on déploie chez des entités internationales et en Europe, à Londres, et en Asie du Sud-Est. Et en Asie du Sud-Est, il y a Japon, Hong Kong, Singapour, enfin, ils sont très éclatés. Donc oui, justement, ça a été l'un des besoins qu'on avait identifiés. On a focalisé la solution sur l'anglais. Donc tous les modèles les plus avancés qu'on implémente sont sur l'anglais. Pourquoi ? Parce qu'on va dire que les algorithmes qu'on utilise, enfin déjà pour une logique de simplicité, et aussi parce qu'on s'est aperçu que tous les algorithmes les plus avancés sont calibrés sur de l'anglais, ont été développés sur de l'anglais, donc ils performent mieux. Et surtout, il y a aussi quelque chose qui est assez intéressant, c'est qu'on se rend compte que souvent, on a la publication nationale. Alors je parle par exemple pour l'Asie. L'Asie, j'ai la publication en mandarin et j'ai la même version en anglais à Hong Kong. Donc, ce qui fait que j'arrive toujours à retomber sur mes pattes. Ce n'est pas forcément le cas partout. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, on a une capacité à gérer des langues étrangères.
Alors, je vais peut-être révéler notre tour de passe-passe. Comment on n'a pas forcément refait réentraîné des algorithmes spécifiquement, par exemple, pour le polonais. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on utilise un moteur de traduction. Aujourd'hui, les moteurs de traduction sont suffisamment puissants pour donner une bonne traduction, surtout sur des langages juridiques. Quand vous prenez par exemple du DeepL, ça marche plutôt très bien. Donc l'idée, c'est qu'il y a une brique techno en plus qui est la traduction. Donc on va traduire en anglais et ensuite c'est l'IA anglaise qui va s'occuper de traiter le texte et de le dispatcher. Très intéressant. Et juste un dernier détail là-dessus, pour entraîner les modèles, je suppose que vous avez pris des sources de réglementation anglaise aussi? Alors, les modèles, on ne part jamais d'un modèle, vide. C'est-à-dire qu'on utilise des modèles qui sont déjà précalibrés par les GAFA. Pour vous donner un ordre de grandeur, le dernier modèle qui est sorti donc, par OpenAI, qui est la firme d'Elon Musk, il contient 173 milliards de paramètres à estimer. Donc, c'est absolument monstrueux, c'est-à-dire que même nous, avec nos serveurs, on serait incapable de le réentraîner. C'est des modèles qui coûtent une centaine de millions d'euros rien qu'à entraîner. Donc, on repart de ce qu'ils ont entraîné et nous, en fait, on va juste les adapter sur nos besoins. Par exemple, les gens qui travaillent sur des publications scientifiques en biologie les ont réentraînés sur les publications biologiques. Nous, on va juste le réentraîner un tout petit peu sur les publications juridiques. Donc, ils performent très bien. On va dire qu'ils ont un niveau de précision qui est déjà à 70-80%. Et nous, on va permettre d'être un petit peu plus précis et de gagner les 10% qui nous manquent pour avoir des performances opérationnelles correctes. Et est-ce que vous avez évalué ou tenté d'évaluer peut-être ce niveau de précision dans des applications que vous avez faites de Rig Review? Alors, oui. Pour faire simple, sur les moteurs de topic modeling, donc ce qu'on appelle topic modeling, c'est tout ce qui est identification des sujets d'intérêt, enfin de quoi ça parle. Ça, on a des précisions qui sont à peu près de l'ordre de 80 à 90%. Et sur les impacted parties, donc ça, c'est qui ça va concerner, c'est un peu pareil. Mais ça, on l'entraîne sur les besoins de nos clients. C'est-à-dire que quand on déploie chez un client, qu'est-ce qu'on fait? On lui propose une taxonomie. On lui dit, nous, voilà, pour nous, ces textes-là, les sujets d'intérêt, on les tag de telle façon et on les route vers telle entité. Forcément, chaque entreprise ayant une taxonomie différente, une organisation différente, souvent, ils font des ajustements en disant ça, je l'enverrai plutôt à l'asset management et ça, je l'enverrai plutôt au risque. Et ça, ce sujet-là, pour moi, c'est plutôt de la fraude que du blanchiment ou des choses comme ça. Enfin, voilà. Et on réentraîne les modèles en fait sur la taxonomie de nos clients pour coller au plus près à leur réalité opérationnelle. Je comprends. Ça m'amène peut-être aussi à la prochaine question du public. Au-delà de concepts normés et mathématiques, il y a également en droit de nombreux concepts relatifs sujet à interprétation, tels qu'un délai raisonnable, des mesures proportionnées, donc des concepts peut-être un peu plus abstraits, un peu plus vagues. Est-ce que vous avez pris en compte cet aspect-là dans le développement de votre solution? Alors, est-ce que vous pouvez préciser la question en fait Parce qu'on a parlé tout à l'heure du langage normé juridique. Et c'est vrai, par exemple, notamment l'exemple qu'on avait eu tantôt, soit tel article abroge tel autre article. Par contre, il y a certains autres concepts qui sont moins normés, disons. Des articles qui parlent de délai raisonnable ou l'exemple de Valentin Calipel qui pose la question aussi de mesures proportionnées. Ouais. Alors ça, pour moi, on va rentrer à la frontière qu'on a définie sur ce que va faire l'outil et ce que vont faire les juristes. C'est-à-dire que pour moi, tout ce qui est analyse fine, c'est le métier du juriste. L'IA, qu'on soit clair, elle est juste là pour prémâcher le travail, pour dire de quoi ça parle. Voici une synthèse. La synthèse, elle n'est pas faite pour être copiée directement dans un document et envoyée à votre N+1. Ou alors, je vous souhaite bon courage.
Ou alors dire qui ça va impacter au sein de la boîte. Donc ça, c'est des tâches, en fait, où il y a assez peu d'interprétation. Quand les textes sont assez normés, quand on voit tout de suite et ça s'entraîne assez bien. Sur tout ce qui est notion un petit peu fine et sens un peu qui nécessite de l'interprétation, pour moi, c'est là où justement on a l'humain, c'est l'humain qui prend ça en charge. Donc la frontière est très claire. On n'a pas, je casse peut-être des mythes, mais l'IA n'a pas vocation à remplacer un juriste, loin de là, et je pense que c'est plutôt une bonne chose. Effectivement, avec notre audience, vous n'aurez peut-être pas beaucoup d'opposition là-dessus. Est-ce que, encore là-dessus, est-ce que la prescription, qui est quand même exprimée souvent en des termes qui peuvent être similaires, est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on peut entraîner la solution à faire ressortir? Alors oui, dans le module de question answering dont je vous parlais, justement, ça fait partie des questions qu'on pose à l'IA. Quelle est la date d'application? Quelle est la date de prescription ou la date de fin d'application? Quel est le type de renouvellement ou ce genre de choses? Et ça, on arrive à avoir des réponses assez correctes. C'est-à-dire qu'on a fait un test pour une banque américaine. Alors, sur 50 documents réglementaires qu'ils nous ont envoyés, on trouvait les bonnes dates sur à peu près 40-42 documents. Et ce qui était intéressant, c'est que là où on ne trouvait pas les bonnes dates, même en tant qu'humain, c'était un petit peu compliqué à aller la chercher. Donc ça, c'est des choses, sur des trucs comme ça, où on arrive à aller chercher. Et ça nous amène, ça fait un très bon lien avec la question. Les deux questions précédentes, nous avons justement discuté de cette limite où il y a l'intervention du juriste qui doit être prise en compte à un moment donné. Et la question de Hannes Westermann, qui est au laboratoire également, est-ce que vous trouvez ça difficile d'expliquer aux juristes les limites des systèmes d'intelligence artificielle actuels? Et est-ce qu'il y a un risque que les utilisateurs surestiment le système? Alors, est-ce que c'est compliqué? Je pense que non. Si on s'y prend bien, nous, au départ, on s'y est très mal pris. Je pense que si on fait le tour c'est quelque chose qu'on fait maintenant sur tous les projets d'IA, c'est que dès le début, on va voir les utilisateurs finaux avant même de lancer le projet pour leur expliquer ce qu'on va faire, ce qu'on veut faire, parce qu'il y a tout un tas de mythes et de mystifications autour de l'IA qui créent forcément de la défiance ou en gros, c'est un peu, on veut nous remplacer par des robots, ce qui n'est absolument pas le cas. Ensuite, on est face à deux réactions différentes. Il y a ceux qui effectivement disent « ouais, de toute façon, ça ne va servir à rien, ça va planter, ça va renvoyer n'importe quoi ». Donc ça se gère assez bien parce que dans les faits, normalement, si on fait correctement notre travail, on arrive à avoir une qualité opérationnelle qui renvoie les choses satisfaisantes. Et effectivement, il y a le cas inverse qui est c'est magique, ça fait tout, ça fait même le café. Et ça, j'avoue que des fois, quand j'essayais d'expliquer à certains de mes clients que non, ce n'est pas magique, c'est un algorithme. Les algorithmes, ça existe depuis des décennies, des siècles. L'IA, ça existe depuis les premiers réseaux de neurones, c'est les années 60 que ça a été conceptualisé. Donc, ce n'est pas nouveau. Et je vous avoue que des fois, j'ai un peu l'impression d'expliquer, c'est un peu comme quand j'explique à mon fils que le Père Noël n'existe pas, on sent beaucoup de déception. Mais grosso modo, si c'est bien fait, il voit quand même que ça apporte une certaine valeur ajoutée. De toute façon, si ça n'apporte pas de valeur ajoutée, en théorie, les gens ne payent pas. Enfin, vous payez parce que vous dites, OK, ça me fait gagner 1 heure, 2 heures ou 3 heures par jour, ça me sécurise, ça me fait faire des choses. Donc là, ça apporte quelque chose. Donc oui, c'est quelque chose c'est vrai qu'on a, en discutant avec certains juristes qui s'intéressaient au sujet, eux avaient lu des articles en disant l'IA est capable de faire des résumés de texte. Donc, dans leur tête, super, l'IA est capable de prendre un texte juridique et de me faire un décorticotage, un détricotage et de me produire ma note d'analyse. Non. Ce que vous appelez résumé, c'est ce que fait votre fils en CP ou en CE1, pas plus. Donc, il est capable juste de synthétiser sans trop en modifier le sens. Mais dès que ça devient un petit peu conceptuel, c'est fini. Et j'ajouterais que vous avez fait une très belle première étape d'explication des limites dans la présentation d'aujourd'hui.
On apprécie beaucoup. Ouais. Alors, je vais me permettre juste une réflexion parce que je me fais reprendre par mes amis canadiens. Vous m'avez demandé tout à l'heure si on faisait que de l'anglais. Enfin, mes amis québécois, excusez-moi. Bien sûr, en fait, on a aussi un module français. On a français-anglais. Et une question là-dessus, ça fait quelques utilisateurs qui nous la posent. Au Canada, est-ce que vous avez déjà des applications? Est-ce que vous travaillez déjà avec quelqu'un, par exemple? Ou est-ce que ce serait ne serait-ce que possible, notamment les publications qui sont Désolé, analysées? je bouge parce que j'ai des petits monstres qui viennent de rentrer là, mais hop. Je vais laisser Patrick répondre sur cette question-là. Oui, en fait, pour répondre à votre question, actuellement, on est en train de déployer cette solution-là au Canada. On est en discussion très avancée avec quelques institutions financières, dont certaines qui nous requièrent l'anonymat, malheureusement, qu'on ne peut pas mentionner, mais où on a un processus qui est d'abord orienté pour faire une preuve de concept où les gens ont la chance de définir des textes, des sujets réglementaires et ensuite de ça, de commencer à s'approprier l'outil, voir comment eux sont capables d'incorporer ça à l'intérieur de leur processus. Et après ça, on suit plutôt avec un déploiement de l'outil. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que c'est tout à fait naturel pour les institutions financières et c'est ce qu'on vit ici au Canada, au Québec. On voit la même pertinence que ce qu'on voit ailleurs à travers le monde, en Europe ou en Asie. Je poserais peut-être la question sur les sites de publication qui sont choisis. Et c'est peut-être mon incompréhension, mais est-ce qu'ils sont déterminés par l'intelligence artificielle et sont automatisés ou c'est manuel? Alors, non. Alors, nous, on a implémenté une cinquantaine de régulateurs que nous ont fourni un petit peu nos équipes compliance parce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous, on est des data scientists et donc on travaille avec les équipes métiers de SIA qui nous font un petit peu les spécifications. Maintenant, la solution est totalement flexible, c'est-à-dire qu'on peut rajouter autant de sources qu'on veut. Donc, quand on arrive chez un client, on lui dit, bon, vous, quelle source vous voulez? Et un client asiatique ne voudra pas les mêmes sources qu'un client londonien. Et ça, c'est dans la phase un petit peu d'installation de l'outil où on implémente. En fait, on sait juste dire au web robot, au lieu de te connecter à ce site-là, tous les matins, tu vas te connecter à ce site-là. Et on peut mettre exactement ce qu'on veut, c'est entièrement flexible. Et est-ce qu'il y a des limites? Par exemple, on sait que certains sites ne sont pas très, très enthousiastes à ce que leur information ou l'information qui est publiée se fasse scanner par des robots. Est-ce que ça, c'est une limite que vous avez rencontrée ou une fois que l'information est extraite? Alors, pour être honnête, non. Et pour en avoir discuté avec certaines de nos sources, eux ont une vision qui est assez pragmatique. Eux, ils se disent, nous, on produit de la norme. Notre but, c'est que la norme soit la mieux connue et la plus diffusée parmi les gens qui y sont soumises. Donc, tout ce qui peut le permettre, voilà, moi, je suis agnostique. S'il y a un robot qui vient prendre la norme que je viens de publier ou le consultation paper que je viens de publier et qui l'envoie à 150 parties prenantes, tant mieux. Je comprends. Je pensais à nos utilisateurs je pense qu'on l'avait mentionné aussi durant la présentation, qui verraient, par exemple, une veille sur la jurisprudence. Les sites, les banques de données de jurisprudence, elles ne peuvent pas être scannées. Alors, pour être très clair, on ne hack aucun système. Donc, certains clients, effectivement, sont déjà abonnés à des providers ou à certains sites payants. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on intègre leur licence dans notre outil. Donc, ils la payent. Et on est très clair là-dessus. Si ils veulent utiliser une source payante, ils doivent avoir la licence. On n'implémentera pas, on ne dira pas à un web robot d'aller scanner une source s'ils n'ont pas la licence d'utilisation. Je poserais peut-être une question. Est-ce que, pareil ou plus simple, est-ce que vous prévoyez être capable de prévoir des changements qui seraient à venir à l'aide de l'intelligence artificielle, à l'aide d'une analyse des changements réglementaires qui sont déjà en place? Les capacités de l'IA sur le réglementaire ou la réglementation de l'IA?
la capacité de l'IA sur le réglementaire. Oui, enfin, faut voir que ça progresse à vitesse exponentielle. C'est-à-dire que moi, quand on a commencé il y a 4 ans, ce qu'on était capable de faire et ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, ça n'a quasiment plus rien à voir. Et surtout sur la partie analyse de texte, l'IA qui lit le texte, qui essaye d'en comprendre le sens et qui essaye ensuite de fournir la bonne sortie. Donc, je pense que oui, ça va encore évoluer énormément. On bute aujourd'hui toujours sur la notion de taille de texte. C'est-à-dire, il y a 2 ans, on était capable de poser des questions à une IA sur un petit texte, un petit article de 100 mots et elle répondait correctement. Aujourd'hui, c'est 1000 mots. Demain, ce sera peut-être 10 000 mots. Et ce qui fait qu'on va élargir petit à petit le champ d'application. Et bien sûr, la qualité va augmenter. Si vous regardez un petit peu les différents chatbots, je pense qu'on a tous eu quelques fous rires avec certaines réponses qui étaient envoyées. Aujourd'hui, si vous prenez les derniers chatbots, les derniers moteurs de chatbots les plus avancés, notamment GPT-3, donc la société Elon Musk, vous pouvez converser pendant une bonne minute avant de vous rendre compte que c'est une IA. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous allez rendre compte que c'est une IA parce que quand vous posez des questions trop précises ou quand vous faites appel à du temporel, si vous lui posez des questions sur des choses que vous avez dites avant, vous allez vous rendre compte qu'elle élude la question. Et donc ça, c'est une stratégie qui est très bien, hein. Mais c'est comme ça que vous allez détecter l'IA. Mais factuellement, alors qu'il y a quelques années, en une question ou 2 questions, vous aviez planté le truc. Très intéressant. Vu que nous n'avons pas de questions du public, je profiterai peut-être pour en poser une dernière de ma part. Alors, vous avez mentionné au début de votre présentation les différentes applications possibles, notamment le RGPD. Pour les juristes et en Europe, et pas uniquement, le RGPD, ça a eu plusieurs effets, disons, sur la pratique et sur les adaptations qui ont lieu ou qui devaient avoir lieu. Est-ce que vos clients ont utilisé RegReview en lien avec le RGPD? Est-ce que vous êtes au courant de use case en lien avec le RGPD? Alors, on sait qu'il y en a qui l'utilisent pour suivre un petit peu tout ce qui se dit. Maintenant, malheureusement, RGPD, nous, on a eu beaucoup de travaux là-dessus en 2016-2017. Enfin, 2017-2018 plutôt d'ailleurs. Quand on a développé RegReview, on est arrivé sur le marché en septembre dernier. On a une version finalisée et déployée chez certains clients, ça fait une petite année à peu près. Donc, on est arrivé un petit peu tard pour ce sujet-là. On est plutôt arrivé sur les problématiques de type IRM et de outsourcing. Je vous poserai peut-être une dernière question en conclusion sur comment vous voyez tout le développement de l'intelligence artificielle dans ce monde complexe qu'est le droit et la veille réglementaire. Vous avez parlé un peu du chatbot qui s'en vient de Google, qui est de plus en plus développé. Moi, je pense que l'un des gros impacts que ça va avoir, ça va être surtout ce qui va être effectivement veille réglementaire, recherche documentaire. Et notamment sur le fait que l'intelligence artificielle va être capable de comprendre des questions de plus en plus complexes. Là où aujourd'hui, on requête avec des mots-clés. Nous, ce sur quoi on est en train de travailler et essayer d'implémenter ça, c'est commencer à pouvoir poser des vraies questions. Et je pense que la capacité à traiter des questions va être de plus en plus complexe. Donc, c'est-à-dire que quand vous cherchez une jurisprudence, vous allez être capable de lui poser la question, de lui décrire le contexte, et l'IA va être capable de vous retrouver des jurisprudences qui sont extrêmement proches du cas que vous décrivez, ou de la problématique que vous décrivez. Je pense que ça va être le gros use case, sur tout ce qui va être réglementaire. Ça va être d'être capable d'aller chercher dans cette montagne d'informations que sont toutes les publications réglementaires et tous les textes qui sont publiés, d'aller chercher l'information qui est pertinente. Il y a un truc qui est assez marrant aussi, c'est tout ce qui va être justice prédictive. Alors, c'est les algorithmes pour savoir si vous devez condamner les gens ou pas et leur probabilité de culpabilité et à combien d'années vous devez les condamner. Alors ça, il y a eu pas mal de travaux aux États-Unis là-dessus. C'est assez bon, ça fait très peur, mais c'est très marrant d'un point de vue technique et même philosophique en termes de débat philosophique sur le sujet.
Effectivement, on partirait sur un débat d'au moins aussi long que la présentation que nous avons eue, mais on suit ces travaux au laboratoire. Donc, j'aimerais vous dire merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour cette présentation super intéressante.